Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici, sans plus tarder, les titres qui seront développés dans cette édition. Nous vous présenterons l'Assemblée générale du Centre européen du Conseil international des femmes, assemblée qui se tient jusqu'au 21 octobre en principauté. Droit international de la mer et droit de l'Union européenne, cohabitation, confrontation et coopération. Voici le thème d'un colloque qui se déroule au musée océanographique. Le Club de l'Écho a organisé un petit déjeuner autour de la personnalité de la principauté et du journaliste économique Jean-Marc Sylvestre. Et enfin, nous reviendrons sur les Golden Foot où de grands joueurs viennent de laisser leurs empreintes, dont Jean-Pierre Papin. On prend la direction du Novotel pour débuter ce journal. L'Union des femmes monégasques vient d'organiser l'Assemblée générale du Centre européen du Conseil international des femmes, assemblée qui se tient jusqu'au 21 octobre, en présence notamment de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Reportage de Christina Tomei. Accueilli par l'Union des femmes monégasques, le Centre européen du Conseil international des femmes se réunit 2 fois par an en Assemblée générale. Et c'était au tour de la principauté de Monaco, qui dépend du Conseil international des femmes, de recevoir ses participantes venues de tous horizons. Égalité, développement et paix, une devise pour cette organisation pour la promotion des droits des femmes. C'est une très bonne idée d'accueillir le Centre européen du Congrès international des femmes. C'est l'occasion d'accueillir des élus dans leur pays, partenaires européens. Et puis c'est surtout l'occasion de souligner l'engagement des femmes monégasques dans la vie sociale et politique, dans l'engagement humanitaire. Et donc je suis ravi de participer à l'ouverture de ces travaux aux côtés de son Altesse royale la princesse Caroline, qui montre l'exemple en présidant l'AMAD, l'association mondiale. Et donc c'est vraiment une très bonne initiative que le gouvernement soutient, bien sûr. Le thème de ce séminaire, qui durera jusqu'à lundi en principauté, les femmes en politique dans leur pays. La femme, souvent peu représentée dans cet univers masculin, joue pourtant un rôle essentiel. C'est très important, parce que les femmes suivent une voie qui n'est pas toujours très aisée, mais qui a quand même eu une évolution, parce que si l'on pense que uniquement depuis 1962, la femme est électrice et éligible au Conseil national, donc avoir une femme élue au Conseil national pour défendre les autres femmes, c'est magnifique. 2 femmes ont pourtant joué un rôle incontournable en politique. Le président du Conseil national, Laurent Nouvion, a tenu à leur rendre hommage. La première est Margaret Thatcher, qui était emblématique d'une époque et d'un caractère. Et la deuxième, aujourd'hui, s'impose à nous, 35 ans après, de façon majestueuse, qui est Madame Merkel en Allemagne. J'adorerais qu'au Conseil national, nous ayons plus de femmes. Il y en a 5 qui remplissent parfaitement leur rôle. Et je crois qu'il faut un jour penser à ce que la place que j'occupe aujourd'hui soit assurée par une femme à Monaco. Je crois que ça n'a jamais été le cas et ça me paraît tout à fait normal. Mais je crois qu'au-delà de cela, l'important c'est que toute la culture doit changer pour donner et pour que les femmes aient véritablement envie de s'investir, parce qu'elles sont absolument indispensables à la voie politique et à tout ce que l'on peut transmettre pour la population à Monaco et pour les monégasques et les résidents, c'est absolument évident. Au sein du Parlement monégasque, les femmes occupent 5 sièges sur 24, ce qui représente un peu plus de 16% et ce qui correspond à la moyenne mondiale. Il peut en outre être noté qu'il existe depuis 2003 à Monaco une commission des droits de la femme et de la famille au sein du Conseil national. On passe à un autre rassemblement, un colloque qui se déroule en ce moment même, et ce jusqu'à vendredi. Le thème, le droit international de la mer et droit de l'Union européenne, cohabitation, confrontation et coopération. 2 jours de débat au musée océanographique avec des experts venus de toute l'Europe. Frédéric Hélion. Le droit international de la mer, fixé par une convention des Nations Unies datant de 1982, est confronté à la montée en puissance des organismes régionaux de l'Union européenne, d'où la nécessité de trouver un équilibre.
Confronter les règles internationales du droit de la mer aux règles adoptées par l'Union européenne, voilà le but de ce colloque organisé au musée océanographique de Monaco par l'Institut du droit économique de la mer. Y a-t-il cohabitation, confrontation ou coopération? Autant de questions matière à débat pendant 2 jours. Des experts de toute l'Europe sont venus pour s'exprimer en principauté devant des étudiants et un large panel d'intervenants. Nous avons bien sûr des professeurs de droit public, de droit de la mer, venant un peu de tous les pays d'Europe et même de plus loin, puisqu'il y a plusieurs professeurs du Maghreb, également de Belgique, et même nous avons une représentante des Nations Unies à New York. Donc nous tenons à cette multiplicité, cette mixité. Et puis il y a des praticiens de la mer, il y a des militaires, il y a des navigateurs, etc. Négociation des accords de pêche, exploitation offshore et protection de l'environnement marin, de nombreux thèmes seront abordés durant ces 2 journées de discussion. Vous avez évidemment la pêche, qui est très importante, comme vous le savez, puisque ça nourrit des millions d'individus sur Terre, des milliards, je devrais dire. Ensuite, vous avez la navigation, puisque tout transite par les mers, 90% du commerce. Ensuite, évidemment, vous avez l'environnement marin, qui est énorme, avec tous les problèmes que ça pose en ce moment. Et enfin, la jurisprudence internationale, ce sont les juges qui, après, vont interpréter les règles et surtout lorsqu'il y a des différends entre les États. Car la Convention des Nations Unies a une particularité, c'est qu'elle impose le système de règlement des différends obligatoire. Cet événement se terminera vendredi à 17h30. Le prince Albert II se rendra au musée océanographique pour assister aux conclusions de ce colloque. Le premier salon Monaco Business a eu lieu ce mercredi à l'auditorium Régnier 3, un salon qui a remporté un certain succès. 600 visiteurs sur la journée, nous en avons déjà parlé. Eh bien, sachez qu'en parallèle a été organisé par Monaco Matin le Club de l'Éco. Plus de détails dans ce reportage. Monaco, terre d'excellence. Voici le thème du petit déjeuner du Club de l'Éco à l'auditorium Régnier 3. Plusieurs intervenants ont développé ce thème, des représentants de la Chambre de développement économique, de Monaco Télécom, de la SBM et un représentant du gouvernement en la présence de son Excellence Henri Fissor. Il est clair que c'est une terre d'excellence et c'est pas moi qui le dis. Je crois que tous les visiteurs, tous ceux qui connaissent un petit peu la principauté de Monaco à l'extérieur de nos frontières savent que c'est une terre d'excellence. Le plus important aujourd'hui, c'est non seulement de l'être, mais c'est surtout de le rester. Et de se dire qu'on peut encore certainement progresser, on peut encore améliorer l'accueil, on peut encore améliorer la qualité de certains services. Et c'est tout l'enjeu du plan accueil que le gouvernement princier a décidé de mettre en œuvre. C'est réellement de répondre à l'attente de certaines personnes qui nous disent « Monaco c'est bien, mais ça pourrait être encore amélioré ». Je pense que ça doit être un peu le leitmotiv de toutes les entreprises, des administrations et disons de manière générale de l'ensemble des résidents de Monaco, c'est de se dire continuons à être bons, continuons à être dans l'excellence, mais essayons toujours de se dire qu'on peut encore faire mieux. Dans le cadre de ce petit déjeuner organisé par Monaco Matin, toujours autour du thème Monaco Terre d'Excellence, un invité, Jean-Marc Sylvestre, journaliste économique. Vous avez certainement vu ses chroniques sur TF1, LCI ou encore iTélé, l'occasion de mieux connaître l'image de la principauté vue de la France. Il y a une partie des Français qui considèrent que Monaco est un lieu un peu mystérieux où il se passe des choses dont on ne comprend pas bien en matière fiscale ou en matière d'argent. Je crois qu'ils ont une vue complètement fausse de la situation parce qu'on ne leur a pas expliqué que ça rend service finalement à certains dirigeants politiques de mettre Monaco sur la liste des paradis fiscaux, même si elle ne l'est plus. Et puis il y a une deuxième partie des Français qui sont en général des décideurs, des entrepreneurs et des investisseurs, qui considèrent que c'est une belle exception à la règle française d'administration un peu lourde et qui offre pour les entreprises un espace de stabilité, ce dont ils ont énormément besoin actuellement, stabilité sociale, stabilité fiscale surtout, et puis une ouverture sur le monde que les Français négligent trop souvent. Ce petit déjeuner faisait écho au premier salon Monaco Business, organisé le même jour et dans le même lieu, dont le thème était similaire, Monaco, terre d'entrepreneuriat et d'excellence.
Au vu de la réussite de ce salon, une deuxième édition Monaco Business devrait voir le jour. Le 17 octobre, journée mondiale du don d'organes et de la greffe, l'occasion pour nous de vous parler d'une manifestation qui a eu lieu au Théâtre des Variétés il y a quelques semaines. Manifestation organisée par l'association Maladie Foi Enfant et la Nuit des associations. Émilie Rousseau vous en dit plus. L'association Maladie Foi Enfant est une toute jeune association monégasque créée en 2011. Elle vient en aide aux patients atteints de maladies du foie et soutient la recherche dans ce domaine. Elle organise également des actions en faveur des enfants hospitalisés afin de leur apporter des moments d'évasion. Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants meurent faute d'avoir pu être transplantés à temps, alors que la médecine aurait été en mesure de les sauver. Il y a quelques jours, pour sensibiliser le public au don d'organes, l'AMFE avait choisi un moyen de communication tout particulier, une pièce de théâtre intitulée « Un de perdu ». Pourquoi vous plaignez-vous? Vous avez une si belle place. Et chaque place a sa chose, et chaque chose a sa place, n'est-ce pas? Vous sentez ça? Cette agréable sensation, ces vapeurs qui vous caressent. Ça dilate mes alvéoles. Ah, mes amis, j'apprends à l'instant que je vais enfin pouvoir entamer la purge matinale. C'est une pièce burlesque qui est coécrite par des transplanteurs et qui parle des 5 dons d'organes. C'est une façon de banaliser la chose, la rendre plus facile, plus humoristique. Et tout en aidant, c'est une cause. On n'est pas à l'abri d'un jour, d'une maladie ou quoi que ce soit. Tout le monde est touché. Pour cette soirée au Théâtre des Variétés, les organisateurs avaient choisi 2 parrains d'exception. Le premier s'appelle Eric Abidal. Le capitaine de l'AS Monaco est personnellement concerné par ce sujet car il a été greffé du foie en mars 2012. L'autre parrain est le professeur Christian Cabrol, père de la transplantation en Europe. Il y a actuellement en France plus de 10 000 personnes qui attendent une greffe et qui vont mourir s'ils ne sont pas greffés. Et vous savez combien on va en greffer? 5 000. Et les autres vont dépérir et il y a un grand nombre qui va mourir. Alors je crois qu'il faut qu'on se mobilise parce qu'on a tout ce qu'il faut pour sauver ces gens-là. On a des hôpitaux, on a des infirmières, des médecins, on a des médicaments, on a tout. Il n'y a qu'une chose qui manque, c'est la solidarité pour le don d'organes. Et pour prouver cette solidarité, il faut tout simplement le communiquer à sa famille ou ses amis proches ou bien avoir une carte de donneur d'organes sur soi. Car si le sujet du don est de mieux en mieux connu des Français et des Monégasques, moins d'1 sur 2 a transmis sa position à son entourage. Sport, les Golden Foot se sont déroulés en marge du Sportel. Des légendes du ballon rond ont marqué de leurs empreintes pédestres la promenade des champions. Qui sont-ils cette année? Réponse avec Frédéric Hélion. Pelé, Zinedine Zidane ou encore Zlatan Ibrahimovic, ils ont marqué ou marquent encore de leur empreinte l'histoire du football mondial. Ils ont également tous laissé une trace en principauté puisque les empreintes de leurs pieds resteront à vie sur la fameuse promenade des champions. Dans le cadre de la présentation de la soirée des Golden Foot, Carlos Valderrama et Jean-Pierre Papin ont désormais les leurs aux côtés de ces grands noms du ballon rond. L'ancien milieu offensif colombien connu pour sa coiffure et le Ballon d'Or 1991 ont flâné sur la promenade des champions. Échange de souvenirs, photos pour les fans et désormais leurs empreintes à Monaco. Un grand moment, notamment pour l'ancien attaquant de l'équipe de France. Ça fait juste penser qu'on fait partie de cette grande famille et ça, je crois que c'est le plus important. C'est un prix de la reconnaissance et quand on a arrêté sa carrière il y a une vingtaine d'années, recevoir ce genre de trophée, sincèrement, c'est très important. C'est gratifiant aussi, j'imagine. C'est gratifiant, ça prouve que toutes ces années où on a joué, on a marqué l'empreinte de son sport et ça, c'est bien. La 24e édition de Sportel se termine ce jeudi en principauté. Comme chaque année, l'événement a attiré beaucoup de monde. Nous avons réuni 2551 participants, plus ou moins 6% par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était 2400, donc on est déjà très contents. Et 65 pays et 997 sociétés. Voilà, donc positif sur toute la ligne. Les moments forts, vous l'avez dit, au niveau public, au niveau culturel, c'est les podiums d'or. Au niveau conférences, les nouvelles technologies ont vraiment été au devant de la scène. On n'est pas étonné puisque ces dernières années, c'est vraiment l'évolution qui a primé à Sportel. Et aussi la nouvelle Formule 1 électrique, ça a fait beaucoup de bruit. Et
si je puis dire, et beaucoup de succès auprès de nos participants également. Et au mois de mars prochain, Sportel se déroulera à Shanghai en Chine. L'an prochain, le salon fêtera ses 25 ans en principauté avec de nombreuses surprises. Une idée sortie, pour finir, Calas au Théâtre des Muses, vendredi et samedi soir, ainsi que dimanche à 16h30. Vous assistez à une conférence de presse de la Calas, elle est juste devant vous, elle se confie. C'est en quelque sorte une lettre d'amour à la diva, au Théâtre des Muses. Donc, quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. À commencer par vendredi, la journée sera un peu plus nuageuse que la veille, sans grande détérioration, les températures de 13 à 21 degrés. Samedi, même chose, une journée entre nuages et soleil, il fera de 15 à 21 degrés. Dimanche, les nuages seront de plus en plus présents, en revanche les températures stagnent de 16 à 21 degrés. Et enfin, en début de semaine, lundi, un risque d'averse au cours de la journée, il fera de 17 à 21 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre magazine automobile, Asphalt, avec comme test la Suzuki Swift Sport. À très bientôt. Au revoir.